Enfin, bonsoir, bonjour. L'horaire est un peu habituel pour cet événement aujourd'hui du Grand Continent, puisque comme vous le savez, nous organisons nos événements à l'École normale supérieure, d'habitude le mardi soir. C'est un événement exceptionnel aujourd'hui qui bénéficie de l'opportunité de la présence de la ministre Yolanda Díaz à Paris pour cet événement en forme ce débat en forme de dialogue, de conversation entre donc Yolanda Díaz, vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre du Travail et de l'économie sociale, et aussi, je dois dire, autrice pour le Grand Continent d'un texte publié dans ce volume papier en espagnol et traduit également dans le numéro en français que vous pourrez vous procurer à la sortie. Et Lucie Castet, haut fonctionnaire, économiste et candidate désignée au poste de Premier ministre par le Nouveau Front Populaire à la suite des législatives de juin 2024. L'objectif de donc, la discussion d'aujourd'hui, de ce dialogue, finalement, c'est de réfléchir à partir d'une notion forgée dans les pages du Grand Continent juste après l'élection de Donald Trump en novembre 2024. C'est la notion d'accélération réactionnaire, donc, qui donne son titre à cette séance. Donc, c'est un article que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas fait, à retrouver dans les pages de la revue par l'historien italien Lorenzo Castellani, qui essaye de décrire au fond la coalition très particulière qui a porté Trump au pouvoir et qui réunit à la fois une bonne partie en termes de sociologie électorale de l'électorat qu'il avait porté au pouvoir en 2016, donc plutôt un électorat populaire, des classes populaires du Midwest. Et la grande nouveauté, et qui est une transformation, peut-être on aura l'occasion d'apporter ce point aussi du point de vue des élites américaines, c'est le ralliement à Trump, dans un premier temps d'une grande partie de la Silicon Valley, et notamment des oligarques, des personnalités les plus riches de la Silicon Valley, puis petit à petit, de manière beaucoup plus diffuse, à l'alignement beaucoup plus général, on va dire, du monde des affaires aux États-Unis et donc des élites et des cercles de pouvoir américains. Cette coalition un petit peu protéiforme, que Lorenzo Castellani dans nos pages a appelé accélération réactionnaire, accélération pour la dimension accélérationniste de ces prophètes de la Silicon Valley qui voudraient que le futur arrive tout de suite, et réactionnaire parce que ce mouvement se nourrit aussi sur le fond de la contestation de ce que ces tenants du mouvement MAGA appellent le gauchisme, le progressisme. Enfin, on retrouve tout un vocabulaire et un imaginaire qui est mobilisé, mais qui associe, et c'est la grande nouveauté, au rêve de la conquête de Mars, les classes populaires du Midwest américain. Pourquoi est-ce qu'il est pertinent d'avoir cette discussion aujourd'hui? On pourrait se dire que ça se passe aux États-Unis, parce qu'en réalité, on se rend bien compte que depuis d'abord l'élection en novembre, puis quelques annonces de Donald Trump au mois de décembre où il évoquait déjà le Groenland, le Panama, le Canada, et enfin tout ce à quoi on assiste depuis en fait 2-3 semaines, c'est-à-dire depuis vraiment l'investiture de Donald Trump, constitue pour nous en Europe quelque chose de totalement nouveau, à la fois sur le plan des relations internationales et de la géopolitique, c'est-à-dire l'Europe, l'image qui est renvoyée de l'Europe à elle-même est en train de complètement changer, avec une prise de conscience qui se fait en plusieurs temps, mais aussi sur le plan politique, et c'est vraiment ça l'objet de cette discussion. La question qui nous anime, c'est est-ce que finalement cette transformation politique, cette accélération réactionnaire qui a porté Trump au pouvoir pourrait arriver en Europe? Le week-end dernier, une partie des représentants de ces extrêmes droites européennes se sont réunis à Madrid dans un sommet avec un slogan qui reprend le slogan de Trump, Make Europe Great Again, MEGA, par continuité à MAGA. Ce sommet donc des patriotes pour l'Europe, où étaient présentes Marine Le Pen, Viktor Orban, Matteo Salvini, et où ils étaient tous reçus en grande pompe par le président de Vox, Santiago Abascal. Je vous invite d'ailleurs à lire dans les pages du Grand Continent aujourd'hui même un papier publié par Mariam Baskounian, qui a suivi cet événement depuis Madrid et qui l'a donc chroniqué. Donc, ce que je vous propose dans le temps qui nous reste, c'est de procéder en 2 grands temps. D'abord, partager peut-être le diagnostic sur comment est-ce que vous qualifiez ce moment, et ensuite, éventuellement, essayer de trouver des pistes et des réponses pour défendre et préserver les démocraties européennes dans ce moment particulier. Donc, Yolanda Díaz,
première question pour vous, comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Quels éléments, selon vous, vous permettent de le comprendre et de l'interpréter? Est-ce que vous partagez le constat, finalement, de cette accélération réactionnaire et est-ce qu'elle pourrait arriver en Europe? En primer lugar, quiero dar las gracias a todos ustedes por invitarme. Es un placer. Es la primera vez que estoy en esta escuela y es un honor poder compartir con vosotros esta reflexión. Bueno, lo primero que quiero compartir es que estamos ante un proceso que está caracterizado por la incertidumbre y esto genera temblores emocionales, miedos y, sin lugar a dudas, posiciones ideológicas que son adversas y no comprendidas por nosotros y por nosotras. Yo creo que tenemos parte de dificultad en el progresismo no europeo, no mundial, para entender qué es el trumpismo y cuáles son, ¿no?, la sucursal del trumpismo en mi país, Vox, y las sucursales que hay en el conjunto del mundo. Yo lo primero que quiero es hacer una afirmación antes de adentrarnos en el diagnóstico, y la afirmación es que yo no comparto la afirmación o la definición de ola reaccionaria. El hecho de hablar nominalmente de ola reaccionaria es que invocamos a una ola que es un fenómeno de la naturaleza que, por el hecho de ser de la naturaleza, parece que es inevitable. Y yo vengo a afirmar hoy aquí con prudencia, pero señalar que las olas reaccionarias no son inevitables. Es decir, que va a depender de las inteligencias colectivas que tengamos para ofrecer, ¿no?, una alternativa que no puede ser solo a la defensiva, sino que tiene que ser una propuesta de vida con los matices, por supuesto, de cada uno de los países y las distintas culturas que tengamos. Ahora bien, también algún matiz, porque Trump gana por omisión de algunas clases, las clases trabajadoras, desempleadas y una parte de las mujeres que no van a votar, y hay un fenómeno que opera que es el fenómeno de la guerra en Gaza, la barbarie en Gaza, que hace que efectivamente muchas ciudadanas y ciudadanos progresistas no acudan a votar. Por tanto, el primer matiz es que no es que gana por goleada Trump, sino que en términos porcentuales, con ese 1,5, hay muchas gentes que declinan no ir a votar. Y este fenómeno creo que lo tenemos que tener en cuenta, porque no somos capaces de interpretar por qué la administración Biden, digo, sí que somos capaces de interpretarlo, pero por qué el hecho de tener una buena situación macroeconómica positiva, yo que trabajaba y sigo trabajando con la secretaria de Estado de Trabajo, Julie Su, que es una mujer extraordinaria, ¿por qué no llega con fortalecer y mejorar las condiciones? Yo creo que el fenómeno que hace Trump es que combina dos elementos. El primero es la generación y la creación distópica de una nueva élite, esto es clave, con un relato absolutamente distópico que nos deja en shock, realmente es distópico. Hablar de distopía es no permear un horizonte basado en la esperanza a la humanidad, y esto es brutal, y reforzado con un elemento antiguamente identitario y arcaicamente identitario, es decir, son dos componentes que son nuevos. Pero, como señalabas, efectivamente el fenómeno Silicon Valley lleva trabajando 40 años ya con un discurso al que a veces no se le quiso prestar mucha atención, pero que han sido claros. Aquellos hippies modernos no eran ni hippies ni modernos y, desde luego, llevan delineando hace mucho tiempo lo que hoy ya se denomina el consenso de Silicon Valley, sustituyendo claramente el consenso de Washington. La primera premisa es que no pueden ser unos pocos oligarcas los que tengan en sus manos el futuro del mundo, porque son unos pocos oligarcas, muy pocos, con unas características muy determinadas. Lo segundo es que tenemos que entender de qué hablamos con esa propuesta y ese relato distópico que ofrecen de conquistar Marte por los hiperricos.
y es que estamos, sí, efectivamente, ante un fenómeno de tecnofeudalismo sin lugar a dudas, que tiene algunas características que hemos de compartir para ver si después en las recetas somos capaces de avanzar. La primera de ellas es que en términos capitalistas estamos en una fase de concentración en muy pocas manos. Piensen ustedes que son 5 grandes multinacionales, 4 norteamericanas y una china, en la que poseen una herramienta fabulosa que es nuestras vidas a través de nuestros datos y toda la interpretación y la invasión de la intimidad que ello supone. Extraen valor a través de un elemento nuevo que no es la producción, sino que es singularmente los datos. El segundo fenómeno que tenemos es que estamos asistiendo a una desposesión ciudadana completamente antidemocrática. La ciudadanía está realmente aturdida ante lo que está pasando y este es el gran reto que tenemos para no ser generadores de desafección, de mayor desafección y por tanto de engarce con las fuerzas reaccionarias. Y la tercera, en la que llevan muchos años ya, que en la fase neoliberal de la globalización llevan trabajando mucho, que es exactamente desmantelar las administraciones públicas, los estados. De hecho, cualquiera de estas grandes multinacionales tiene más poder económico que muchas economías en el mundo. Este reto, estas características que tenemos tienen que servir para hacernos, creo que caminar. En todo caso, algunas claves también. Son la internacional del no. Son la internacional del no. No hay esperanza ahí. Y esta es su gran debilidad. Fundamentan sus tesis políticas y económicas en la destrucción. No solo es un relato distópico, es que tienen una agenda que es compartida, que la comparte Trump, la comparte Le Pen en Francia, la comparte Meloni, la comparte Milei. Es decir, están muy bien organizados. El objetivo es empobrecer a las poblaciones y destrozar los escasos derechos que hoy tenemos. Es decir, en mi caso, la agenda laboral es clarísima, es la misma, la de Meloni y la de Milei. El gobierno Milei que sale diciendo que el salario mínimo es un estorbo, ¿no? Que es un mensaje potentísimo al mundo. Entonces, son la internacional de la negación, del no. Realmente son negacionistas climáticos, pero son negacionistas democráticos, les estorba la democracia, son los que defienden el asalto al Capitolio, son negacionistas en la igualdad, es decir, defienden que unos pocos oligarcas se queden con la riqueza del mundo, un mundo en el que el 10% de la población concentra la riqueza del 76%, son negacionistas democráticos. Y sin lugar a dudas niegan el fenómeno de dar fuerza a la mayoría del planeta que son trabajadores y trabajadoras, es decir, niegan la realidad laboral en el mundo. Señalo esto porque creo que la clave está que entendamos bien cómo es el fenómeno, que comparten agendas concretas para que podamos acertar en las recetas que despleguemos nosotros. Pero termino con esta primera intervención. En su país, una novela magnífica, El orden del día. El orden del día comienza, recordarán ustedes, con una reunión con Hitler y las grandes empresas alemanas y efectivamente es una reunión muy importante y por eso no está en el orden del día. Y en esa gran reunión, en ese orden del día, de lo que se trata es que las empresas alemanas le van a dar un paso adelante para apoyar literalmente a Hitler, ¿no? Claro, no se repiten ni son comparables las situaciones, pero tienen semejanzas que pueden resultar perturbadoras. Termino con esta primera intervención. La oligarquía tecnológica pretende incorporar un relato puramente distópico. Siempre digo en mi país que no es casual que prácticamente todas las series televisivas de los últimos tiempos son distópicas, Years and Years y muchas otras,
necesitan proyectar un futuro distópico que paralice a la ciudadanía, que le diga a las fuerzas progresistas que no saben qué hacer, y creo que las fuerzas progresistas lo que tenemos que hacer es exactamente lanzar un relato utópico. A nosotros nos derrotan, a los trabajadores, a las trabajadoras, al feminismo, a las personas LGTBI, a los movimientos de transformación del mundo, cuando nos privan de la oportunidad siquiera de pensar que podemos ganar derechos. Digo más, necesitamos fuerzas motrices que den esperanza. Una de las características del trumpismo y de la extrema derecha en el mundo es que necesitan golpear las instituciones. Las instituciones son la garantía de los más vulnerables. Necesitan destrozarlas justamente para decir que todo va mal, que no funciona. Siempre digo, cuando una prestación pública no funciona, hace que la persona que la recibe realmente entienda que es que da igual, que no vale para nada, y son realmente abrazados, ¿no?, por las fuerzas de la reacción. Creo que nosotros perdemos cuando no transmitimos esperanza. Lo digo siempre en mi país. Hemos ganado el 23 de julio con una combinación que es cambiar un resultado demoscópico, una previsión demoscópica que era mayoritariamente hacia la suma del bloque de la derecha y la extrema derecha, y creo que fue la última semana electoral en la que fuimos capaces de transmitir que se podía ganar y que había esperanza. Siempre digo, permítanme que vaya a mi mundo, cuando un trabajador o una trabajadora se pone en huelga, sabiendo que pierde derechos, lo hace porque tiene esperanza, que es una herramienta poderosísima para poder ganar derechos. No ganamos solo desde el miedo, no va de pararlos, así vamos a perder. Va de algo fundamental, que es justamente la esperanza y ganar derechos. Termino con una reflexión sobre su país con prudencia. Cuando los jóvenes en la Sorbona dijeron no va de elegir entre Macron y Le Pen, es que estaban dando un mensaje al mundo. Y es justamente ahí, en el medio, en esa herramienta de cambiar las cosas y de la esperanza en el que tenemos fuerza. La fuerza que tiene Trump diciendo que hay que incrementar el presupuesto de defensa en el mundo al 5%, también la tenemos nosotras, o la tiene el Papa, como acaba de decir, cuando le dice a todos los obispos en los estados norteamericanos que no vamos a consentir las deportaciones masivas, pero necesitamos voces en el mundo. El relato también importa, que frenen y que vislumbren un futuro de esperanza. Creo que la presidenta de México, acabo de reunirme con el ministro de México, lo hizo magníficamente. Por tanto, hay que actuar, hay que dar un mensaje de esperanza, y sí les transmito desde la prudencia que sí se puede ganar. Ellos están organizados en torno a la destrucción y al odio, y nosotros y nosotras tenemos que organizarnos con agendas compartidas en torno al cambio de la vida de la gente, dar anclajes firmes y sobre todo dar esperanza. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yolande Díaz, d'avoir si bien posé le cadre en fait de la discussion, je dirais. Et au fond, ma question pour vous, Lucie Castet, est assez naturelle. Dans le prolongement, effectivement, de ce que vient de dire Yolanda Díaz, aussi vous poser la question du diagnostic, mais peut-être vous la poser d'une façon un peu différente. Yolanda Díaz a parlé beaucoup au début pour décrire justement cette arrivée au pouvoir de Trump, de quelque chose d'un peu paradoxal. C'est que l'image qu'il renvoie est celle d'une dystopie. Si on devait la résumer, c'est envoyer des suprémacistes blancs riches sur Mars, ce qui ne fait pas très sourire a priori. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, et je la pose à vous plutôt qu'à Yolanda Díaz, parce qu'effectivement, en Espagne, la gauche est au pouvoir, en France, ça n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que justement, quel est le message qu'on n'est pas capable de donner et que Trump est capable de véhiculer d'une manière ou d'une autre lorsque
finalement, le vote qui le porte au pouvoir est aussi un vote populaire, c'est-à-dire le vote que chercherait à agréger la gauche et le centre-gauche dans les pays européens. C'est un peu une question un peu générale sur, au fond, comparaison entre est-ce que vous partagez d'abord ce diagnostic sur les États-Unis et qu'est-ce qui est, selon vous, différent dans les dynamiques en France et en Europe? Merci beaucoup. Déjà, un petit mot d'introduction pour dire moi aussi à quel point je suis honorée de me trouver devant ce public, d'être dans cet établissement et surtout d'être aux côtés de Yolanda Díaz. Merci pour votre invitation. Je suis très honorée. Vous êtes une source d'inspiration pour toute la gauche européenne. Donc, je suis absolument ravie d'être à vos côtés et très honorée. Je vais essayer de proposer quelques éléments de diagnostic sur la situation française, éléments que je livre bien volontiers au débat. Peut-être serez-vous en désaccord avec moi, mais je pense que c'est important de dire que déjà, il existe bien sûr des similitudes entre la situation américaine et ce qui se passe en France et puis plus globalement en Europe. Vous en avez dit quelques mots très pertinents. Je pense qu'on ne peut pas dire quelque chose de différent que effectivement, les idées d'extrême droite semblent se propager à une vitesse, à la vitesse de l'éclair en France comme ailleurs en Europe, avec, je trouve, une forme d'accoutumance, de mithridatisation des esprits, jusqu'à une forme d'évaporation, enfin de développement de cette idée de diffusion des idées d'extrême droite jusqu'à à des camps qu'on croyait préservés. Et d'ailleurs, c'est à mon sens extrêmement rapide puisqu'on a vu pendant l'été, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée de manière totalement unilatérale, voire solitaire par notre président de la République. À ce moment-là, il y a quand même eu un sursaut qu'on a appelé Front républicain. Bon, je pense que la notion se discute, mais tout de même, on avait annoncé entre les deux tours que le Rassemblement national allait gagner ces élections et que Jordan Bardella serait Premier ministre à l'issue du second tour. D'ailleurs, on voyait que Emmanuel Macron n'avait finalement pas grande difficulté à entrevoir l'idée selon laquelle, même avec une courte majorité ou une majorité toute relative, Jordan Bardella aurait été légitime à occuper les fonctions de Premier ministre. D'ailleurs, Gérald Darmanin l'avait dit sur un plateau, ce qu'on peut considérer comme ironique si ce n'était pas dramatique, alors qu'on voit qu'il a refusé de proposer au nouveau Front populaire de former un gouvernement, là où il envisageait assez sereinement, ma foi, de proposer l'exercice de ce pouvoir-là au Rassemblement national. Mais donc, je disais, cet été, il y a quand même eu cette espèce de sursaut républicain de la population qui s'est mobilisée massivement, mais aussi des élus. Alors, des élus de centre et de droite, parfois, ont eu des difficultés à rejoindre le Front républicain. La gauche, fidèle à ses valeurs, a très rapidement dit qu'elle participerait au Front républicain et elle se désisterait là où c'était nécessaire pour éviter que l'extrême droite soit élue. Ça a été plus compliqué pour la droite et le centre, mais beaucoup de responsables politiques ont finalement appelé à faire barrage au Rassemblement national. Et quelques mois après, c'était à l'été, c'était il y a 6 mois, j'ai l'impression qu'un chemin dramatique a été parcouru quand on voit que Bruno Retailleau donc, est successivement 2 fois ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau dont le Rassemblement national dit lui-même qu'il ferait un fidèle porte-parole de ses idées. Il est ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur sont des fonctions éminemment importantes dans une république. Il porte des idées qui sont très proches de celles portées par l'extrême droite, qui sont même similaires. Et puis, on a un Premier ministre qui vient du centre, qui parle de submersion migratoire, qui assume ses propos. Ensuite, on a des discussions sur le droit du sol à Mayotte, puis le droit du sol à l'échelle nationale. On a des discussions sur la nécessité de renforcer le régime pénal applicable aux mineurs, etc. On a donc un corpus idéologique qui progressivement se glisse de manière ostensible vers l'extrême droite. Alors ça date pas d'il y a quelques mois, mais je pense que la rupture du Front républicain n'était qu'une sorte de bouffée d'oxygène parce qu'on se rappelle tous des débats que nous avions sur la loi immigration quelques mois avant la dissolution, qui donc est emprunté du langage très directement à l'extrême droite. Je dirais que ça s'inscrit dans une stratégie plus générale du président de la République qui est, je crois, assez assumée, en fait, c'est de marcher sur le terrain de l'extrême droite sur le plan idéologique, sur le plan intellectuel,
pour dire qu'il va aller siphonner les voix de l'extrême droite. Je pense qu'on peut s'accorder pour dire que ça ne fonctionne pas, que l'extrême droite est aux portes du pouvoir toujours un petit peu plus à chaque jour qui passe, donc la stratégie d'aller sur ce terrain-là ne fonctionne pas. Et progressivement, ce qui marche en revanche, c'est que des digues idéologiques sautent les unes après les autres. Je pense que c'est très important d'avoir en tête, et c'est là où peut-être je trouve qu'il y a des similitudes avec le discours, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec une forme d'alliance de fait entre des personnes qui sont tenants d'une idéologie extrêmement réactionnaire et une forme d'élite économico-financière. Je pense qu'on a vu depuis l'élection d'Emmanuel Macron, depuis 2017, donc ça fait 8 ans, on a vu une sorte d'évolution progressive avec un président de la République qui avait, et avec dans son sillage tout le camp présidentiel, qui portait un discours extrêmement progressiste, enfin pas extrêmement progressiste, plutôt progressiste sur le plan des mœurs, mais aussi sur les sujets internationaux et européens. On se souvient tous du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron de 2017, où il parlait d'immigration avec essentiellement un vocabulaire tourné sur les questions humanistes. Il disait la richesse des origines diverses en Europe. Il avait un discours qui était très centré autour de ça. Il a prononcé un second discours de la Sorbonne en 2024 qui tourne totalement le dos à cette idée d'immigration plutôt source de richesse en Europe et avec un accent humaniste. Il parle de l'immigration que pour l'accoudé à la question du terrorisme. Il parle d'immigration comme une menace. Il parle avec des termes qui sont du registre beaucoup plus de la violence, et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement important à entendre. Et puis, on a eu une sorte d'instrumentalisation depuis des mois et des mois, voire des années, de forme de panique morale, alors sur la question du wokisme, sur la question de l'islamo-gauchisme, sur l'abaya. Souvenons-nous la rentrée scolaire de 2023, donc pas la dernière, la précédente, avec Gabriel Attal, qui nous parle quasiment que de l'interdiction de l'abaya dans l'univers scolaire, quand on a déjà en 2023 une situation de l'éducation nationale totalement sinistrée, avec énormément d'écoles sans professeurs devant les élèves dans la classe. On parle que de l'abaya. C'est là où je vois un lien. Je pense qu'il y a une forme de détournement dans le débat public, de l'opinion publique, des questions économiques et sociales, pour se concentrer vers des sujets sur l'instrumentalisation de panique morale. Et ça peut donner un terrain commun à l'extrême droite et à la droite et au centre. Parce que quand on parle de l'abaya, on ne parle pas des services publics qui sont dans une situation de décrépitude totale, on ne parle pas de l'explosion des inégalités en France et en Europe, on ne parle pas, vous l'avez dit Yolanda, de l'extrême concentration du capital. Et là, ça vient clairement faire le jeu du Rassemblement national parce qu'on va sur son terrain, et puis aussi parce qu'il faut le dire, et je pense que c'est extrêmement important, et c'est un point commun entre le Rassemblement national et le Trumpisme à mon sens, c'est que le Rassemblement national a un discours sur le plan économique qui est absolument indigent. On ne comprend pas ce qu'ils proposent. D'ailleurs, eux-mêmes non plus, je crois, ne le comprennent pas toujours. Ils ont eu des positions extrêmement variables sur la question de la réforme des retraites, par exemple. Mais aussi, globalement, le Rassemblement national a renoué avec un discours pro-capitaliste d'une manière qui n'a été documentée par personne, enfin, où ça a été très peu montré. Et en fait, Marine Le Pen, elle est incapable de donner des solutions aux fermetures d'usines qui sont liées simplement à des arbitrages boursiers. Elle est incapable de répondre aux préoccupations des gens. Et que je pense que le ferment commun de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qui se passe en France, c'est ce détournement de la question économique et sociale, enfin, du fait qu'on n'en parle plus. Alors, je pense que les questions identitaires sont très importantes. Hein. Je dis pas, je pense pas qu'il y ait une prééminence de la question sociale sur la question, par exemple, raciale. Hein. Je pense que la question du racisme est extrêmement importante en France notamment, hein, mais je pense que juste on endort les gens sur la question de leurs intérêts économiques et sociaux, et que ça fait que du coup les gens, la question économique et sociale n'est plus un déterminant central du vote. Là où s'il redevenait, évidemment, la gauche pourrait être davantage majoritaire. Et puis surtout, on pourrait mettre au jour davantage les contradictions à la fois du Rassemblement national, qui est en fait très pro-capitaliste, et les contradictions de la politique qui est menée depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'opinion française à ce sujet? Moi, je ne suis pas une experte de l'opinion, donc peut-être que vous serez en désaccord avec moi, mais quelques remarques. Bon, moi, j'essaye toujours de rester optimiste, et je pense que je partage beaucoup l'optimisme de Yolanda sur ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'on va y revenir après. Là, on est sur le diagnostic, mais si on parle de diagnostic, moi, je dis souvent, je pense que la France est un pays d'électeurs de gauche qui s'ignorent. Et en fait, je pense ça parce que, encore une fois, je pense que si on en revient à la question des intérêts économiques et financiers,
en réalité, si on votait en fonction de ses intérêts personnels, mais de ses intérêts de classe, disons, alors il y aurait beaucoup plus de gens qui voteraient à gauche. Et j'en veux pour preuve, il y a eu des récents sondages sur est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à une revalorisation des salaires dans les métiers dits féminisés. Il y a plus de 80% des gens qui disent oui. Il y a plus de 80% des gens qui sont favorables au fait que les médecins qui viennent hors Union européenne soient régularisés pour qu'ils puissent travailler dans des conditions acceptables dans des hôpitaux, etc. Si on pose des questions de cet ordre-là, les gens expriment plutôt des opinions qui sont proches des idées de la gauche. Et donc pour moi, il faut remettre ces questions au centre du débat public. Et puis, ce que je trouve extrêmement important, et ça a été le cas aussi, je pense, aux États-Unis, on l'a dit rapidement, c'est que il y a une forme de mépris qui est adressée aux mouvements qui partent du terrain. Je pense par exemple en France au mouvement des Gilets jaunes, un mouvement, je ne sais pas si vous êtes familière de ce mouvement-là, qui date d'il y a à peu près 5-6 ans, qui est un mouvement où les gens se sont mis à aller sur les ronds-points avec un gilet jaune pour contester notamment certaines augmentations d'impôts, mais en fait ça a vite tourné autour de la question de la décrépitude des services publics, très légitimement. C'est un mouvement qui a été extrêmement méprisé, y compris par la gauche française. Enfin, on a très peu entendu ce que les gens disaient. On a tout de suite dit mais c'est des gens d'extrême droite, ils sont racistes, ils comprennent rien à l'économie. Or, il fallait entendre ça, et je pense que les gens se tournent vers l'extrême droite, là où la gauche a refusé d'entendre des revendications qui étaient portées par les classes populaires et les classes moyennes. À cet égard, moi, je pense que l'article que vous avez publié sur les classes moyennes est intéressant. Je pense que c'est important de lier les classes moyennes et les classes populaires, parce que je pense qu'elles ont des intérêts très communs. C'est elles la majorité, il faudrait refaire majorité, mais on en verra probablement dans un second temps. Et puis le dernier point, je trouve, qui est extrêmement important et qui est une différence probablement entre les États-Unis et l'Europe, et en tout cas la France, c'est qu'en France, on a une explosion du Rassemblement national, non seulement pour des raisons, parce que le discours raciste se développe en France, mais aussi, je pense que c'est lié aussi à la décrépitude des services publics. Quand les services publics disparaissent des campagnes, quand les services publics disparaissent des banlieues, il y a une forme de concurrence des précarités qui s'opèrent. C'est pas moi qui le dis, par exemple le bouquin de Félicien Faury qui s'appelle Des électeurs ordinaires est très intéressant à cet égard. Il montre bien que dans le sud-est de la France, lui, son terrain de recherche, c'est le sud-est de la France. Il montre les gens s'en servent souvent de ce bouquin pour dire vous voyez, faut arrêter de dire que les gens ils votent pour l'extrême droite parce qu'ils sont pauvres, ils votent pour l'extrême droite parce qu'ils ont adhéré au discours raciste. Oui, c'est vrai, mais il y a des nuances là-dedans. C'est qu'aussi les gens adhèrent au discours raciste parce qu'il y a une forme de mise en concurrence des précarités, et quand il n'y a plus assez de services publics, on regarde à qui le service public bénéficie. S'il bénéficie à tout le monde, on aurait moins besoin de chercher un bouc émissaire et moins besoin de dire c'est de sa faute à lui si moi, le service public que j'ai ne me contente pas, ne me satisfait pas. Et donc, je pense que tous ces ferments-là font que aussi l'extrême droite est dans une situation très valorisante en France, et que si on retournait à ces questions économiques et sociales, alors peut-être on aurait les chances de renverser ça, mais je crois qu'on va en parler après. Effectivement, merci beaucoup pour cette réponse aussi qui articule et qui amène des éléments intéressants sur la question justement économique et sociale, parce qu'au fond, et quand on essaye de se demander finalement face à cette situation que faire, on se dit qu'il y aurait peut-être les serments, disons, pour une amorce stratégique en réponse. Là, on assiste depuis quand même 2-3 semaines à une forme de tétanie, de peur de la plupart des dirigeants européens face à l'impérialisme, la rhétorique impérialiste de Trump. Il y a une expression qu'on a utilisée dans la revue, dans la lettre du dimanche de la revue, c'est celle de vassalisation heureuse. Au fond, à la fin, après la mondialisation heureuse, certains en Europe se disent finalement, voilà, la domination des États-Unis sur l'Europe, c'est quelque chose qui est pas si mal que ça, et puis de toute façon, il est déjà trop tard pour résister, on n'en serait pas là. Alors peut-être que c'est à ce moment-là, au fond, où se repose la question de la souveraineté, au sens aussi d'une souveraineté de protection, pour reprendre un mot que vous utilisiez, Yolanda Diaz, dans l'article que vous aviez publié dans nos pages, une Europe sociale, une Europe pour protéger les gens. Peut-être que c'est à ce moment-là, mais je vous pose la question, qu'il faudrait effectivement articuler un retour d'une vraie politique économique et sociale autonome, indépendante, souveraine, comme proposition contre les États-Unis. Et si ce n'est pas ça qu'il faut faire, alors comment est-ce qu'on peut effectivement proposer une forme
résistance, ou en tout cas de sortie de cet état finalement d'attentisme et de tétanie qui est un consentement à la domination des États-Unis. Bueno, yo comparto la reflexión y la reflexión que ha hecho también Lucy, sin lugar a dudas, y comparto sobre todo que estamos paralizados y yo creo que yo estoy atónita porque están pasando cosas muy importantes en el mundo y estoy atónita porque todo el mundo está callado. He citado al Papa y he citado a Claudia Sheinbaum. Nadie dice nada ante el estupor de todo el mundo, pero voy a poner otro ejemplo más. Parte del malestar que existe y que yo misma he vivido, ¿no?, en Michigan, en el último viaje que hicimos con mi equipo a Estados Unidos, en la antesala de las elecciones, es que estamos viendo una recesión geopolítica brutal, con múltiples guerras y con la barbarie en Gaza, ante el estupor de toda la ciudadanía mundial, matando a los palestinos y a las palestinas y con una comunidad internacional que no hace nada. Estamos viendo en directo cómo se cuestiona directamente al secretario general de Naciones Unidas y no se puede hacer nada. Y esto genera no solamente frustración, es que está la gente realmente en estado de shock. Por eso yo la reflexión que señala usted de parálisis creo que es una buena definición. Por eso creo que hay que reaccionar. La primera, creo que tenemos que hablar claro. Y es verdad que las fuerzas progresistas nos hundimos en complejidades y matices que a veces dificultan el mensaje. Pero lo que está pasando ante nuestros ojos es claro. Hay concentración oligopólica del poder. Esta es la propuesta política que se está lanzando al mundo con una carrera armamentística sin precedentes. Esto lo estamos viendo ante todo el mundo. 3, están aniquilando al pueblo palestino y a otros pueblos en una guerra brutal y tienen una agenda social y económica clarísima. Esto lo estamos viendo así. Y creo, por eso digo que tenemos que compartir agendas sencillas. Una, yo creo que el reto va de ensanchar la democracia. Y la democracia, como sabemos muy bien, no va de votar cada 4 años o los años que sean. La democracia es algo muy profundo. La democracia en sentido estricto, material, tiene que resolver los problemas que tiene la ciudadanía. Les decía Lucy, si fallan los servicios públicos es que falla todo, se cae todo. Por eso la extrema derecha necesita, lo vuelvo a decir, cuestionar las instituciones y las administraciones públicas. Un ciudadano o ciudadana en cualquier barrio de mi país, cuando pide una prestación, insisto, y le dificultamos la vida, es que lo alejamos completamente del sistema democrático. Por tanto, creo que ensanchar la democracia. Pero, ¿cómo? Lo primero, con lo que no hacemos. Muchos años de neoliberalismo que han sido, claro, destructivos, pero que han desregulado todos los marcos laborales del conjunto de la Unión Europea. Desregular era lo moderno, desproteger socialmente, no dejar, lo señalabas también ahora, es decir, la cuestión en vuestro artículo, la cuestión y las alianzas que tenemos que tener entre las clases medias bajas y clases medias altas, porque no va de un elemento de vulnerabilidad, no sirve con eso. Es que la desafección está en este acordeón que le llamo yo, que son las clases medias, que son muy complejas, pero que no tienen respuesta ahora mismo y no la tienen en sentido económico y social. Y 3, un elemento de centralidad. Es que tenemos que hacer una propuesta, como está lanzando el profesor Ferrajoli, que tiene que ver con remodelar las instituciones mundiales. Los sistemas que están, pues desde la ONU hasta otras muchas instituciones multilaterales, están pensadas para el siglo XX. No sirven para la complejidad del siglo XXI. Es fácil que nos sentemos a pensar y
nos pongamos de acuerdo en elementos de centralidad y le digamos al mundo, sabiendo sin ninguna ingenuidad las complejidades que hay, las diferencias que hay entre los africanos y las africanas, los asiáticos, europeos, ya sabemos lo que hay, pero sí que hay que darle una propuesta de una nueva relación multilateral, pero también de instituciones que den respuestas a la complejidad del siglo XXI. Pero lo importante cuando hablo de ensanchar la democracia es tener un proyecto económico y social democrático fuerte. Nos han dicho a los europeos y a las europeas que mucha democracia, esto es ironía, pero que en las cuestiones económicas no nos metamos. Es decir, no nos metamos en la organización empresarial, no nos metamos en los sistemas impositivos, ¿no? Porque esto está reservado para unos pocos, no nos metamos en lo que cambia la vida de la gente. Creo que hay que hacer todo lo contrario a lo que están haciendo los tecnofeudales con Trump. Trump quiere convertir la democracia en una empresa dirigida por un CEO, nos lo está diciendo ya. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, es decirle a la ciudadanía europea que tiene que tener también que exigir que exista democracia económica. Y democracia económica que empieza por una fiscalidad justa. En Europa los ricos no pagan impuestos. Habrá matices entre los franceses, los españoles, no hablo de Luxemburgo, que opera casi como, que les voy a decir, pero es verdad que son las clases trabajadoras, las clases medias, las que están soportando no la fiscalidad, sino que hablar de fiscalidad, que es algo positivo, es hablar efectivamente de servicios públicos de calidad. Por tanto, la democracia tiene que llegar ahí, pero tiene que llegar a las empresas. Trump nos está diciendo... somos una empresa dirigida por un CEO, pero por ejemplo nosotros ahora mismo en España estamos trabajando con algo que es muy importante, liderado por la profesora Isabel Ferreras, que es justamente la democratización del mundo del trabajo, es decir, que los trabajadores y las trabajadoras puedan entrar al lugar en el que se toman las decisiones. No hay mayor abandono o desafección o agujero democrático que cualquier ciudadano o ciudadana europea, da igual en Rumanía, en España, en cualquier barrio parisino o donde tenga ubicada una gran industria, ellos ven como en un minuto un fondo de inversión decide deslocalizar una empresa y arrasar un barrio entero o una comarca entera ante la parálisis de todo el mundo. No tienen capacidad de decidir sobre nada. Por tanto, creo que la alternativa es más democracia en el sentido profundo del término y decir y trazar una agenda compartida en la que también queremos decidir los asuntos que tienen que ver con la democracia económica. Y esto es vital. Sé muy bien... en fin, que hay países que han avanzado en esta materia, pero me parece que esto es la clave. 2, es que tenemos que abordar y no recular. Cuando escribía el artículo en vuestro medio, ¿no? Hablábamos de soberanía estratégica, pero ¿cómo es posible que ante la ofensiva norteamericana Europa siga ausente? Mientras no tengamos un proyecto europeo fuerte que le hable al mundo, que no permita que la alternativa pase por un binomio deseado por Trump, que es Washington y China, no vamos a avanzar. La Unión Europea tiene una fuerza extraordinaria, tiene que despertar y hablarle claro a la ciudadanía, tiene que resolver los problemas de la ciudadanía europea. ¿Por qué no hablamos de una fiscalidad conjunta en la Unión Europea? ¿Por qué solo hablamos del presupuesto de defensa de la Unión Europea? ¿Por qué no le decimos, como hicimos con el Fondo SURE, que fue muy importante para algunos países en Europa, decirle a los trabajadores y trabajadoras europeas que vamos a trazar una prestación de desempleo común en Europa? ¿Por qué no le hablamos a la juventud europea y le decimos que tiene futuro? ¿Por qué no resolvemos el problema de la ciudadanía europea en materia de vivienda? ¿Por qué no luchamos para conseguir un fondo climático en la Unión Europea y hacemos ahora todo lo contrario bajo la excusa de la extrema derecha que no permita que avancemos en la descarbonización de nuestros países? Esta es la tarea, pero tenemos que ir a la ofensiva. Necesitamos recursos públicos. ¿Quién paga la transición climática? Pues claro que hay que hablar de esto, pero ir a la ofensiva.
Europa tiene que despertar. La soberanía estratégica no es solo industrial, que no existe esto en Europa. Estos días ponía de ejemplo, ¿no? Ante la apuesta de Trump, realmente lo que quiere Trump es separar a la Unión Europea, porque el modelo, ¿no?, de Airbus, que es un proyecto industrial exitoso en Europa, venció a Boeing. Por tanto, claro que también tienen intereses, aunque su propuesta económica no sea la correcta, pero ellos tienen un objetivo común. Por tanto, tenemos que hablar en la soberanía estratégica y la autonomía estratégica en materia industrial, pero también tenemos que decirle algo claro a los europeos y las europeas. Es que queremos una política de defensa propia, no subordinada a los Estados Unidos, ni a las políticas de Trump, ni a los intereses armamentísticos de Trump, de ninguna de las maneras. Tenemos que tener política exterior propia en Europa. Europa está por hacer. Los avances que hemos hecho en estos últimos 5 años con una directiva de salarios mínimos, con la directiva de plataformas digitales, en la que yo fui actora principal con el comisario Smith, con unos trabajos muy fuertes, y los avances que llevamos adelante en la propia presidencia española, es que puede caer todo ahora mismo con la excusa, ¿no?, de Trump, y con la excusa de que tenemos formaciones de extrema derecha y de derecha en el seno de la Unión Europea. Es que es lo que no puede ser, ¿no? Por tanto, yo creo que no basta con resistir, así no hay alternativa, hay que ir a la ofensiva con pocas ideas y claras, compartidas, que sean sencillas y simples, repetirlas desde cada uno de los espacios y con los matices, pero estoy segura que somos capaces de ponernos de acuerdo, basarnos en una política que dé esperanza a la gente, que le dé armas intelectuales y emocionales para defender este proyecto y cambiar el estado de ánimo. Europa está deprimida. Las gentes progresistas, el feminismo, las fuerzas ecologistas están deprimidas. Por tanto, el estado de ánimo es vital. Yo creo que son pocas cosas, pero son importantes. Y también la reflexión sobre la comunidad internacional y sus instituciones, que responden a una lógica que no es la del siglo XXI. Y yo creo que la barbarie, ¿no?, que estamos viviendo, fíjense, es mi país, el reconocimiento del Estado palestino, ¿no?, lo que hemos hecho, igual que otros países, pero está todo por hacer, ¿no? Yo creo que la parálisis no sirve, con la parálisis ganan ellos. Merci beaucoup. Merci Yolanda Díaz. Et effectivement, je pense que dans ce que vous dites, au fond, ce qu'on entend aussi, c'est que la politique intérieure et la politique étrangère, en fait, sont liées. On a parlé des classes moyennes. Hier, pas plus tard qu'hier, Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain, a annoncé à Bruxelles au fond que les États-Unis, a dit clairement quelque chose qui était dans la campagne de Trump, c'est-à-dire que la priorité des États-Unis serait dans le Pacifique. Il n'a évidemment pas dit nommément, il n'a pas parlé de désengagement total de l'Europe, mais la chose est très claire. Et plus important encore, après cette intervention de Pete Hegseth, Donald Trump a parlé à Vladimir Poutine. Pour la première fois, un président américain a parlé à Vladimir Poutine depuis 2022, en lui disant une chose qui pour l'instant, continue à sidérer, à tétaniser les Européens, à paralyser les Européens. La négociation pour la fin de la guerre en Ukraine se fera sans l'Europe. C'est très clair, c'est la ligne des États-Unis, c'est aussi la ligne de Moscou. Donc le canal est tout trouvé entre les deux. Or, pour revenir sur la question des classes moyennes, le soutien à l'Ukraine, y compris le soutien financier, le soutien en termes d'armement, c'est quelque chose qui a été un pilier de la politique européenne des dernières années. Et donc, on voit bien le danger, le double danger qu'il y aurait à ne pas réagir dans cette situation, à la fois un danger géopolitique sur la capacité à agir des Européens, et un danger aussi politique, parce que quelle crédibilité et quel message on porte si, au fond, ce qui a été notre priorité politique pendant 3 ans est aussi vite balayé sans aucune réaction.
C'est difficile de passer, de passer après Yolanda Diaz parce qu'on est d'accord sur beaucoup de choses et je trouve que notamment l'article que vous avez publié là dans Le Grand Continent est remarquable de clarté enfin, je partage totalement la vision qui est déployée. Le premier point sur lequel je partage vraiment cette vision et je voudrais un peu approfondir, c'est la question du caractère non exogène de la crise qu'on est en train de vivre maintenant. Je pense qu'il faut surtout pas faire l'erreur de présenter la crise que l'Europe, mais aussi la France particulièrement, sont en train de traverser viendrait d'un phénomène extérieur. En réalité, je le disais tout à l'heure en quelques mots, mais je pense que la crise qu'on est en train de vivre est celle du néolibéralisme et du capitalisme dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas l'attribuer simplement aux gouvernants au gouvernement actuel. Je pense que d'une certaine manière, la gauche aussi a renoncé à changer la vie ou à proposer autre chose qu'une forme de statu quo un petit peu ajusté pour apporter quelques corrections, quelques éléments correctifs aux plus grandes lacunes présentées par le système capitaliste. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse et qu'on propose une forme de corpus intellectuel et idéologique au sens noble. Moi, je pense que la question de l'idéologie n'est pas du tout un gros mot et je revendique complètement le terme. Je pense que c'est un terme très important et très intéressant. Ça doit être au cœur du discours politique. Je pense que ça, il faut renouveler un corpus idéologique qui propose clairement autre chose, à la fois pour des raisons de fond, parce que je crois qu'il est nécessaire de proposer quelque chose d'autre au monde et que c'est ce que les citoyens attendent, mais aussi pour des raisons stratégiques. Je pense qu'on est un peu, aujourd'hui, nous, la gauche, à la fois la gauche au pouvoir et la gauche qui veut être au pouvoir, c'est une très grande différence entre les Espagnols et la gauche espagnole et la gauche française. Je pense qu'on est à un moment clé de tournant et que, d'une certaine manière, si vous me pardonnez la trivialité de l'expression, on ne peut pas se louper parce que on s'est déjà loupé, je crois, si vous me permettez de dire ça comme ça. Je pense qu'on a fait une promesse à nos électeurs, on a fait une promesse aux citoyens, et que si on n'est pas en mesure de proposer autre chose qu'une forme de statu quo légèrement atténuée, alors définitivement, les gens vont se tourner à court terme vers l'extrême droite et on pourra pas faire autrement. Et donc, je pense que, et là, je partage aussi totalement la vision de Yolanda sur le fait qu'il ne faut pas être sur la défensive, il faut proposer quelque chose de nouveau. Moi, à mon sens, il faut proposer une forme de pacte social renouvelé autour des services publics. Mais encore une fois, ici, l'idée, c'est pas de revenir à un statu quo idéalisé en se disant c'était mieux avant, voire c'était mieux pendant les 30 Glorieuses. Bien sûr, l'organisation de l'État telle qu'elle avait été pensée après la Seconde Guerre mondiale a beaucoup à nous enseigner, mais il ne faut pas faire d'anachronisme. C'était une organisation de l'État extrêmement autoritaire, avec très peu de place au mécanisme de démocratie délibérative, avec une place centrale pour la technocratie, et je suis moi-même une technocrate, alors je le dis très aisément, mais je pense que c'est extrêmement important de pouvoir s'appuyer sur des fonctionnaires très qualifiés, indépendants des intérêts privés, etc. Mais je pense aussi qu'il faut réajouter une dose de démocratie, y compris de démocratie ouverte, de démocratie délibérative et participative dans la conception du modèle économique et social que l'on veut construire demain. Et là, on se rejoint totalement, je crois. Et je pense à ce sujet que quand je dis qu'il ne faut pas revenir au statu quo ante, je pense qu'il faut notamment construire un nouveau pacte social autour de services publics, à la fois, bien sûr, restaurer les services publics que l'on connaît traditionnellement, qui, à mon sens, jouent un rôle de ciment dans notre pacte social et aussi d'antidote à l'extrême droite. Là, je pense aux services publics traditionnels comme la justice, la santé ou encore l'éducation. Mais il faut aussi être en mesure de penser des nouveaux services publics. Et c'est là où, à mon sens, on viendra permettre une sorte de coalition des intérêts des classes moyennes et des classes populaires. J'insiste là-dessus. Il y a un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Renaï qui parle d'alliance de classe. Je pense que c'est particulièrement intéressant de parler de cette question. Il dit même lui qu'on peut faire des alliances entre les classes très populaires, les classes moyennes et les classes bourgeoises qui ont encore une éthique intellectuello-idéologique proche des idées de gauche, notamment autour de la question des services publics. Je pense que c'est extrêmement important de remettre ça au cœur. Et je pense à cet égard que l'Union européenne a un rôle majeur à jouer pour diffuser un nouveau modèle social. À cet égard, c'est incroyable. L'Europe, à gauche, au mieux, on n'en parle pas. Soit on en parle pour lui taper dessus, en disant l'Europe a laissé trop de place aux politiques de concurrence, l'Europe a démantelé les services publics. C'est en très grande partie vrai, je ne conteste pas ce discours, mais au mieux, on n'en parle pas. C'est-à-dire, on a arrêté le discours européen BA, mais on n'en parle plus comme un projet porteur des ferments d'un progrès social. Or, on l'a vu notamment dans les exemples qui sont cités dans l'article de Yolanda, l'Europe peut porter un modèle social. Encore faut-il qu'elle le fasse. Enfin, je veux dire, ça, c'est extrêmement important et je vais y revenir juste après. Mais
quand vous disiez tout à l'heure, les Européens, l'extrême droite européenne a fait sienne le mantra trumpiste en transformant MAGA en méga. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du tournant que ça représente, que l'extrême droite dise « Make Europe Great Again ». C'est incroyable parce qu'il y a encore 10 ans, l'Union européenne, c'était le diable absolu pour l'extrême droite. Aujourd'hui, ils nous prennent même le projet européen. Ne laissons pas ça advenir. Utilisons la situation actuelle, c'est-à-dire la vague réactionnaire portée par Trump et par d'autres, et 2, la transition écologique, pour faire une opportunité et réutiliser l'Union européenne comme un outil de diffusion des idées progressistes. Mais pour ça, il faut une volonté politique de faire, et pour que cette volonté politique de faire existe, à mon sens, il faut une sorte d'union des classes, comme je disais tout à l'heure, enfin d'alliance des classes, et une forme de pression populaire énorme. Et cette pression populaire, à mon sens, elle peut advenir, notamment via la question de la redistribution. On sait que la transition écologique, elle est naturellement plutôt inégalitaire. On sait qu'elle va impliquer des investissements publics et privés qui sont massifs. Au même titre que la guerre en Ukraine, dans des registres totalement différents et dans des ordres de grandeur différents. On sait que la transition écologique, c'est des dizaines de milliards d'euros qu'il va falloir investir. Ces dizaines de milliards d'euros, on ne pourra jamais les investir à l'échelle publique s'il n'y a pas un consentement, et c'est normal, et s'il n'y a pas un consentement populaire. Et pour qu'il y ait un consentement populaire, et d'ailleurs c'était très bien expliqué par Bradford dans votre article sur l'autonomie stratégique pour les classes moyennes, ce consentement populaire, on peut le faire advenir que, si on a l'impression que l'effort est justement réparti, et 2, que les bénéfices issus de ces investissements supplémentaires sont ensuite eux aussi justement répartis. Et ça, à mon sens, c'est la clé pour une adhésion renouvelée au projet européen, et c'est là-dessus que doivent se concentrer les efforts de la gauche française et de la gauche européenne. Et pour ça, il faut non seulement une alliance des classes, mais aussi une alliance des gauches européennes, et c'est pour ça que j'espère que Yolanda, on se reverra très bientôt pour travailler ensemble. Touch. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux vraiment de ce moment, de cet échange.